Si tu as déjà ressenti ce silence intérieur qui pèse plus lourd que n'importe quel bruit, cette solitude qui ne vient pas de l'absence des autres, mais de leur incapacité à comprendre ce qui se passe vraiment en toi, alors, ce que je vais te révéler aujourd'hui va transformer à jamais la façon dont tu perçois ton isolement. Jung a découvert quelque chose de profondément troublant sur la psyché humaine, quelque chose que les neurosciences modernes confirment avec une précision bouleversante. Il existe une forme de solitude qui ne naît pas du hasard, ni d'un manque de compétences sociales, mais d'une conscience trop développée, d'une intelligence émotionnelle et cognitive qui te place dans un espace psychologique que la plupart des gens ne peuvent même pas percevoir. Ce n'est pas que tu choisis activement d'être seul, c'est que ton niveau de profondeur crée naturellement une distance avec un monde qui fonctionne en surface. Les personnes intelligentes, celles qui possèdent cette capacité de voir au-delà des apparences, de ressentir les nuances invisibles, de percevoir les contradictions que les autres ignorent, finissent souvent dans une solitude qu'elles n'ont jamais voulu, mais qu'elles ne peuvent pas éviter. Et la vraie question n'est pas pourquoi tu te retrouves seul, mais pourquoi cette profondeur que tu portes est à la fois ta plus grande richesse et ton fardeau le plus lourd. L'intelligence n'isole pas en elle-même. C'est la conscience de ce que les autres refusent de voir qui crée cet abîme relationnel. Freud parlait du refoulement, cette capacité de la psyché à enterrer ce qui est trop difficile à regarder en face. Et la société entière fonctionne sur ce principe. Les conventions sociales, les conversations polies, les interactions superficielles sont toutes construites sur un accord tacite de ne pas voir trop profondément, de ne pas ressentir trop intensément, de ne pas questionner trop radicalement. Mais toi, avec ta conscience amplifiée, tu ne peux pas t'empêcher de voir. Tu vois les contradictions, les mensonges subtils que les gens se racontent, les mécanismes de défense qu'ils déploient, sans même s'en rendre compte. Antonio Damasio a démontré dans ses recherches sur la conscience que plus notre conscience de soi est développée, plus nous percevons les dissonances entre ce que les gens disent et ce qu'ils ressentent réellement, entre leurs masques sociaux et leurs vérités intérieures. Cette hyperconscience devient alors un isolateur naturel parce que tu te retrouves dans un monde où tout le monde joue un rôle et où toi seul sembles percevoir la pièce de théâtre. Ce que Jung appelait la persona, ce masque social que nous portons tous, devient insupportable quand tu es capable de le voir non seulement chez les autres, mais aussi en toi-même. Et cette lucidité crée une fatigue existentielle que seuls ceux qui la vivent peuvent vraiment comprendre. Ce que je vais te révéler maintenant va bien au-delà d'une simple explication psychologique de la solitude. Il s'agit de comprendre comment ton intelligence, ta sensibilité, ta profondeur ne sont pas des défauts à corriger mais des caractéristiques d'un processus psychologique que Jung considérait comme le plus important de l'existence humaine. L'individuation. Ce processus de devenir qui tu es vraiment au-delà des conditionnements sociaux, au-delà des attentes collectives, nécessite souvent un passage par la solitude, par ce désert intérieur où tu dois faire face à toi-même sans les distractions des interactions superficielles. Les neurosciences révèlent aujourd'hui que les cerveaux des personnes hautement intelligentes et sensibles fonctionnent différemment, avec une activité accrue dans les régions associées à l'introspection, à l'empathie cognitive, à l'analyse complexe. Richard Davidson a prouvé que la neuroplasticité permet à notre cerveau de se reconfigurer en fonction de nos expériences. Et pour toi, des années de réflexion profonde, d'observation intense, de sensibilité aiguë ont créé des circuits neuronaux qui te rendent littéralement différent de la majorité. Cette différence neurologique se traduit par une différence existentielle, une façon d'être au monde qui ne trouve pas facilement de résonance dans les interactions ordinaires. Et c'est là que commence vraiment cette exploration de la psychologie des personnes intelligentes, qui finissent seules, non pas par échec social, mais par évolution psychologique. As-tu déjà ressenti cette fatigue étrange qui s'installe après une conversation pourtant agréable en apparence, cette sensation d'épuisement qui ne vient pas du corps, mais de quelque chose de plus profond, comme si ton âme, elle-même,
avait dû faire un effort surhumain pour se maintenir dans un espace qui ne lui correspondait pas vraiment. Cette fatigue cognitive dont parlent les neurosciences n'est pas une simple lassitude mentale, c'est le signe d'une hyperconscience qui analyse en permanence, qui perçoit les multiples niveaux de signification dans chaque interaction, qui détecte les non-dits, les tensions invisibles, les émotions refoulées que les autres ne remarquent même pas. Jung décrivait cette conscience élargie comme une caractéristique de ceux qui s'engagent dans le processus d'individuation. Cette capacité à percevoir non seulement ce qui est dit, mais aussi ce qui est tu, non seulement les actions visibles, mais aussi les motivations cachées. Non seulement les émotions exprimées, mais aussi celles qui sont réprimées. Ton cerveau fonctionne comme un radar hypersensible qui capte toutes les fréquences. Et dans un monde où la plupart des gens ne vivent que sur une ou deux fréquences limitées, cette capacité devient rapidement un fardeau. Antonio Damasio a révélé dans ses travaux sur la conscience de soi que plus nous sommes conscients de nos propres processus mentaux et émotionnels, plus nous devenons également conscients de ceux des autres, créant une sorte de double charge cognitive permanente. Ce n'est pas de l'arrogance de fuir la superficialité, c'est une nécessité de survie psychique face à un environnement qui menace constamment ton intégrité intérieure. Imagine vivre avec tous les sens amplifiés dans un monde qui fonctionne en mode sourdine, où les couleurs que tu vois sont invisibles pour les autres, où les sons que tu entends leur échappent complètement, où les nuances que tu perçois n'existent même pas dans leur réalité. Cette métaphore sensorielle capture parfaitement ce que vivent les personnes dotées d'une intelligence émotionnelle et cognitive élevée. Les recherches en neurosciences cognitives montrent que certains cerveaux traitent l'information avec une profondeur et une complexité qui dépassent largement la moyenne, créant une expérience subjective du monde radicalement différente. Stephen Porges, à travers sa théorie polyvagale, explique comment notre système nerveux autonome réagit constamment à l'environnement social, et pour ceux qui possèdent une sensibilité neurologique accrue, cette réaction est amplifiée au point de devenir parfois insupportable. Ton système nerveux détecte les menaces subtiles à ton authenticité, les situations où tu devrais te trahir pour t'adapter, et il réagit par un retrait protecteur qui ressemble à de l'antisocialité, mais qui est en réalité une forme sophistiquée d'autoprotection. Ce que les autres perçoivent comme de la distance ou de la froideur est en fait une frontière psychologique nécessaire que tu as appris à ériger, souvent inconsciemment, pour préserver ce qui est le plus précieux en toi. L'hyperconscience comme évolution psychologique, pas malédiction, voilà le premier reframe fondamental que Jung nous offre pour transformer notre compréhension de cette solitude. Adler parlait de compensation. Cette tendance de la psyché à développer certaines capacités en réponse à des défis ou des vulnérabilités perçues. Peut-être que ton hyperconscience s'est développée comme une stratégie de survie face à un environnement émotionnellement complexe dans ton enfance, un moyen de naviguer dans des dynamiques familiales difficiles en apprenant à lire les signaux subtils, à anticiper les humeurs, à comprendre ce qui n'était jamais explicitement dit. Cette capacité, développée comme mécanisme de protection, est devenue une caractéristique permanente de ton fonctionnement psychologique. Un don qui te permet de voir ce que les autres ne voient pas, mais qui te condamne aussi à une certaine solitude existentielle. Les travaux de Daniel Siegel sur l'intégration neuronale révèlent que les expériences précoces façonnent littéralement la structure de notre cerveau, créant des patterns de connexion qui influencent toute notre vie. Si ton cerveau s'est câblé pour l'hypervigilance, pour l'analyse profonde, pour la perception nuancée, alors tu ne peux pas simplement décider de voir moins, de ressentir moins, de comprendre moins. Cette configuration neuronale est devenue qui tu es. Et la vraie question n'est pas comment la changer, mais comment l'honorer, comment l'utiliser comme un outil d'individuation, plutôt que de la subir comme une malédiction. Mais ce n'est que le premier niveau de cette solitude psychologique, car au-delà de l'hyperconscience elle-même se trouve quelque chose d'encore plus profond, une incapacité viscérale, presque physique, à tolérer la superficialité qui domine tant d'interactions humaines.
Cette allergie aux conversations vides, aux rituels sociaux dénués de sens, aux échanges qui ne touchent jamais rien d'essentiel, n'est pas un caprice ni une excentricité. C'est une réaction authentique de ta psyché face à quelque chose qui menace ton intégrité. Jung faisait une distinction cruciale entre la persona, ce masque social que nous devons porter pour fonctionner en société, et le self, cette essence authentique qui réside au centre de notre être. Pour la plupart des gens, la vie se passe presque entièrement au niveau de la persona, dans ce jeu de rôles sociaux où l'authenticité n'est jamais vraiment requise ni même désirée. Mais pour toi, quelque chose en toi se révolte contre cette existence superficielle, quelque chose exige de la profondeur, de la vérité, de la résonance authentique. Freud aurait parlé de refoulement, cette nécessité psychologique d'enterrer nos véritables désirs et notre vraie nature pour nous conformer aux exigences de la civilisation. Et dans un sens, toute interaction superficielle est une forme de refoulement, un accord tacite de ne pas révéler qui nous sommes vraiment, de ne pas toucher au sujet qui compte vraiment, de rester en sécurité dans la zone confortable de la banalité. Cette allergie viscérale aux conversations vides ne fait pas de toi quelqu'un d'arrogant ou de prétentieux. Elle révèle simplement que ton self refuse de se soumettre complètement à la tyrannie de la persona. Matthew Lieberman, dans ses recherches sur le cerveau social, a découvert que notre cerveau possède des circuits spécifiques pour la détection de l'authenticité dans les interactions sociales. Ces circuits s'activent différemment selon que nous percevons une connexion authentique ou une simple performance sociale. Pour les personnes dotées d'une sensibilité psychologique accrue, ces circuits sont particulièrement actifs, créant une capacité presque douloureuse à détecter l'inauthenticité, le jeu de rôle, la façade. Quand tu te retrouves dans une conversation superficielle, ton cerveau sait immédiatement que quelque chose manque, que la connexion est artificielle, que les mots échangés ne portent aucune véritable signification. Cette détection neurologique de l'inauthenticité crée une forme de dissonance cognitive épuisante, où tu dois simultanément participer à l'interaction tout en sachant qu'elle ne nourrit rien d'essentiel en toi. Camus parlait de l'absurde, cette confrontation entre notre besoin humain de sens et l'apparente absence de sens dans l'univers. Les rituels sociaux vides incarnent parfaitement cet absurde. Des performances élaborées qui ne mènent nulle part, des échanges soigneusement chorégraphiés qui n'apportent aucune véritable connexion ni compréhension. L'épuisement que tu ressens après ces interactions n'est pas une faiblesse, c'est le prix que paie ton système nerveux pour maintenir cette façade, pour réprimer ton besoin d'authenticité, pour faire semblant que cette superficialité te suffit, alors que tout en toi crie le contraire. Lisa Feldman Barrett explique dans ses travaux que notre cerveau construit nos émotions à travers des prédictions basées sur nos expériences passées et nos besoins présents. Quand tu entres dans une interaction sociale, ton cerveau prédit ce dont tu as besoin, profondeur, authenticité, connexion véritable, et quand la réalité ne correspond pas à cette prédiction, quand tu te retrouves face à la superficialité, ton cerveau doit constamment ajuster, recalibrer, gérer la déception entre ce qui est attendu et ce qui est réellement offert. Cette recalibration constante consomme une énergie mentale considérable, expliquant pourquoi tu te sens vidé après des interactions qui semblent pourtant normales et même agréables pour les autres. Ton exigence de profondeur n'est pas un luxe capricieux, c'est une nécessité psychologique aussi réelle que le besoin de nourriture ou de sommeil. Adler parlait du sentiment social, cette capacité à se connecter aux autres dans un esprit de communauté et de contribution mutuelle. Mais pour que ce sentiment social s'épanouisse vraiment, il faut une base d'authenticité, une possibilité de rencontre véritable, et c'est précisément ce qui manque dans tant d'interactions modernes. Ce besoin d'authenticité comme intégrité psychologique n'est pas quelque chose que tu peux négocier ou compromettre sans conséquences graves pour ton bien-être mental et émotionnel. Jung insistait sur le fait que trahir le self, renier notre vraie nature pour s'adapter aux attentes extérieures, mène inévitablement
à la névrose, à la dépression, à un sentiment de vie non vécu. Chaque fois que tu participes à une interaction superficielle, en sachant qu'elle ne te nourrit pas, chaque fois que tu souris poliment alors que tu t'ennuies intérieurement, chaque fois que tu réponds de manière conventionnelle alors que tu voudrais dire quelque chose de vrai, tu trahis légèrement ton self. Ces petites trahisons s'accumulent, créant une dette psychologique qui finit par se manifester sous forme d'épuisement chronique, de cynisme, de retrait émotionnel. Boris Cyrulnik parle de résilience, cette capacité à se reconstruire après un traumatisme. Et il souligne que la résilience nécessite des relations authentiques, des connexions qui reconnaissent et valident notre véritable expérience. Les interactions superficielles non seulement ne contribuent pas à cette résilience, mais elles la sapent activement en nous forçant à compartimenter, à fragmenter notre expérience, à présenter une version édulcorée de nous-mêmes qui ne reflète pas notre réalité intérieure. Et ce qui est vraiment troublant, c'est que la société moderne valorise et récompense cette superficialité, cette capacité à naviguer dans les interactions sociales sans jamais vraiment se révéler, sans jamais vraiment se connecter. Et ce besoin d'authenticité cache quelque chose d'encore plus fondamental, une dimension de ton être qui te rend encore plus vulnérable et encore plus isolé dans un monde qui ne comprend pas ce type de sensibilité. Ressentir les émotions des autres comme si c'étaient les tiennes, porter leur douleur, leur anxiété, leur confusion comme un fardeau supplémentaire que tu n'as jamais demandé à porter, voilà ce que vivent quotidiennement ceux qui possèdent ce que Jung appelait une porosité psychique excessive. Cette absorption émotionnelle n'est pas une métaphore poétique, c'est une réalité neurologique documentée par les neurosciences. Les neurones miroirs, découverts par Giacomo Rizzolatti, nous permettent de raisonner avec les états émotionnels des autres, de les comprendre de l'intérieur en recréant leurs patterns neuronaux dans notre propre cerveau. Mais chez certaines personnes, ce système miroir est hyperactif, créant une empathie si intense qu'elle devient difficile à distinguer de leurs propres émotions. Tu entres dans une pièce et tu sens immédiatement la tension même si personne n'en parle, même si tout le monde sourit. Tu parles avec quelqu'un et tu ressens leur tristesse cachée, leur colère refoulée, leur désespoir silencieux, même quand leurs mots disent tout le contraire. Cette capacité de perception émotionnelle est à la fois un don extraordinaire et un fardeau épuisant. Ton hypersensibilité n'est pas une faiblesse, c'est une forme de perception que peu possèdent, une antenne psychologique qui capte des fréquences que la plupart des gens ne peuvent même pas détecter. Stephen Porges, à travers sa théorie polyvagale, explique que notre système nerveux autonome possède 3 branches principales et que chez les personnes hypersensibles, la branche associée à l'engagement social et à la détection des signaux subtils est particulièrement développée. Cette hyperactivation du système nerveux signifie que tu es constamment en train de scanner ton environnement pour des menaces potentielles, pour des changements émotionnels, pour des dynamiques interpersonnelles. Cette vigilance constante est épuisante, même quand tu n'es pas consciemment conscient de ce processus. Joseph Ledoux a démontré que l'amygdale, cette structure cérébrale associée au traitement des émotions, et particulièrement de la peur, peut être plus réactive chez certaines personnes, créant une sensibilité accrue aux stimuli émotionnels. Pour toi, cela signifie que les situations qui semblent anodines pour les autres peuvent déclencher des réactions émotionnelles intenses, non pas parce que tu es dramatique ou instable, mais parce que ton cerveau traite l'information émotionnelle avec une intensité et une profondeur différentes. La porosité psychique et les frontières du soi, voilà ce que Jung identifiait comme un défi majeur pour ceux qui s'engagent dans le processus d'individuation. Avoir des frontières psychologiques floues signifie que tu as du mal à distinguer où tu finis et où les autres commencent, où tes émotions s'arrêtent et où celles des autres débutent. Cette confusion n'est pas un manque de maturité psychologique, c'est une caractéristique de certaines structures neuronales qui privilégient la connexion et l'empathie au détriment de la séparation et de l'autonomie. Adler parlait de compensation, et il est possible que ton hypersensibilité se soit développée comme une stratégie de survie,
dans un environnement où tu devais constamment anticiper et gérer les états émotionnels des autres. Peut-être pour maintenir la paix familiale, peut-être pour te protéger de la volatilité émotionnelle d'un parent, peut-être simplement parce que tu as appris très tôt que comprendre les autres en profondeur était la clé de ta sécurité. Cette capacité, développée dans l'enfance, est devenue une partie intégrante de qui tu es, mais elle vient avec un coût considérable en termes d'énergie émotionnelle et de bien-être psychologique. Les recherches de Daniel Siegel sur l'intégration neuronale montrent que les personnes qui ont grandi dans des environnements émotionnellement instables développent souvent une hypervigilance émotionnelle qui persiste à l'âge adulte, même quand l'environnement est devenu sûr. L'hypersensibilité comme antenne psychologique évoluée, voilà comment nous devons reframe cette caractéristique que la société trop souvent pathologise ou dévalorise. Viktor Frankl disait que la sensibilité est une forme de conscience éthique, une capacité à percevoir la souffrance des autres et à y répondre avec compassion. Dans un monde qui valorise la dureté, l'insensibilité, la capacité à ne pas être affecté, ton hypersensibilité devient un acte de résistance, une affirmation que les émotions comptent, que la douleur des autres est réelle et importante, que nous sommes tous connectés dans notre humanité partagée. Mais cette perspective noble ne change pas le fait que vivre avec cette sensibilité est épuisant, que tu portes constamment le poids émotionnel non seulement de ta propre vie, mais aussi de ceux qui t'entourent. Richard Davidson a prouvé que la méditation et les pratiques contemplatives peuvent littéralement changer la structure du cerveau, renforçant les régions associées à la régulation émotionnelle et à la résilience. Pour toi, développer ces pratiques n'est pas un luxe New Age, c'est une nécessité de survie, un moyen de créer des frontières psychologiques plus saines, de te protéger de l'absorption émotionnelle constante qui menace de te submerger. Mais même avec ces outils, la réalité demeure que ton hypersensibilité te place dans une position unique et souvent solitaire, dans un monde qui ne comprend ni ne valorise ce type de perception. Mais Jung a découvert quelque chose sur cette sensibilité qui change tout, une compréhension qui transforme ce fardeau apparent en une porte vers quelque chose de beaucoup plus profond. L'hypersensibilité n'est pas simplement une vulnérabilité, c'est aussi une capacité à accéder aux profondeurs de l'inconscient, à percevoir les archétypes, à sentir les mouvements de la psyché collective. Ceux qui sont hypersensibles ne sont pas seulement affectés par les émotions individuelles des gens autour d'eux. Ils captent aussi quelque chose de plus vaste, les courants psychologiques de leur époque, les angoisses collectives, les espoirs partagés, les ombres sociales. Cette capacité de perception élargie est ce qui fait des personnes hypersensibles des artistes, des guérisseurs, des visionnaires, des gens qui peuvent traduire les mouvements invisibles de la psyché en forme que les autres peuvent comprendre et reconnaître. Stanislas Dehaene, dans ses travaux sur la conscience, explique que certains cerveaux ont une capacité accrue pour ce qu'il appelle la métacognition, la conscience de nos propres processus de pensée et de sentiments. Cette métacognition permet non seulement de percevoir ce qui se passe en nous et chez les autres, mais aussi de réfléchir sur ces perceptions, de créer du sens à partir du chaos émotionnel, de transformer l'expérience brute en compréhension. C'est cette capacité qui te permet de survivre à ton hypersensibilité et finalement de la transformer en sagesse. Le silence comme sanctuaire psychologique, voilà ce que devient inévitablement la solitude pour ceux qui ne peuvent plus supporter le bruit constant du monde extérieur, le flux incessant d'émotions, d'attentes, de demandes qui menacent de les submerger complètement. Choisir la solitude pour préserver ton intégrité n'est pas un acte de lâcheté ou de misanthropie, c'est un acte de sagesse profonde, une reconnaissance que ton système nerveux, ta psyché, ton âme ont besoin d'espace, de silence, de vide pour se régénérer et se reconstituer. Jung insistait sur le fait que l'individuation, ce processus de devenir qui tu es vraiment, nécessite des périodes de retrait du collectif, des moments où tu dois te retirer des rôles sociaux, des attentes extérieures, des projections des autres, pour faire face à toi-même dans ta vérité nue et non filtrée. Ce retrait n'est pas une fuite,
C'est une descente, un voyage vers les profondeurs de ton être où résident les aspects les plus authentiques et les plus précieux de qui tu es. Dans le silence et la solitude, loin des voix extérieures qui te disent qui tu devrais être, tu peux enfin entendre ta propre voix intérieure, cette voix du self que Jung considérait comme le guide le plus fiable dans le voyage de l'individuation. Ce n'est pas de la misanthropie, c'est une protection inconsciente de ton essence contre un monde qui menacerait de la diluer, de la déformer, de la fragmenter si tu lui donnais un accès illimité. Freud parlait des mécanismes de défense, ces stratégies inconscientes que la psyché déploie pour se protéger des menaces à son intégrité. Le retrait social, dans cette optique, est un mécanisme de défense hautement adaptatif pour quelqu'un dont la sensibilité et la conscience sont telles qu'une exposition constante au monde extérieur serait psychologiquement insoutenable. Ce n'est pas que tu détestes les gens, c'est que tu ne peux pas te permettre de te perdre dans le bruit de leurs attentes, de leurs projections, de leurs demandes. Daniel Siegel parle d'intégration neuronale, cette capacité du cerveau à coordonner ces différentes régions pour créer une expérience cohérente de soi. Pour maintenir cette intégration, tu as besoin de périodes régulières de solitude, où ton cerveau peut se reconnecter avec lui-même, où les différentes parties de toi peuvent se synchroniser sans l'interférence constante des stimuli externes. Les études sur le repos neuronal montrent que notre cerveau a besoin de périodes d'inactivité relative pour consolider les souvenirs, traiter les émotions et maintenir sa santé psychologique. Pour toi, avec ton hyperactivité neuronale constante, ces périodes ne sont pas optionnelles, elles sont essentielles. L'individuation nécessite le retrait du collectif, non pas définitivement, mais cycliquement, comme un rythme respiratoire de la psyché qui doit alterner entre engagement et retrait, entre connexion et solitude. Sénèque, le philosophe stoïcien, écrivait que la solitude est la forge de l'âme, l'endroit où nous nous confrontons à nous-mêmes sans distraction ni échappatoire. Dans cette confrontation solitaire, nous découvrons qui nous sommes vraiment, au-delà des masques, au-delà des rôles, au-delà de toutes les identifications superficielles que nous accumulons au cours de notre vie. Jung appelait ce processus la confrontation avec l'ombre, cette partie de nous-mêmes que nous avons rejetée, réprimée, refusé de reconnaître. L'ombre contient non seulement nos aspects négatifs, nos défauts et nos échecs, mais aussi nos potentiels non réalisés, nos dons non reconnus, nos vérités non exprimées. Pour intégrer l'ombre, pour récupérer ces parties perdues de nous-mêmes, nous devons passer du temps seuls, dans l'introspection profonde, loin des jugements et des attentes des autres. Cette intégration de l'ombre est au cœur du processus d'individuation, et elle ne peut pas se faire dans le tumulte constant de la vie sociale. Elle nécessite le silence, l'immobilité, la solitude. L'isolement comme stratégie d'individuation, pas de fuite, voilà le reframe crucial que Jung nous offre pour transformer notre compréhension de ce retrait choisi. Les neurosciences modernes confirment ce que Jung avait intuitivement compris il y a un siècle. Les recherches montrent que la solitude, quand elle est choisie plutôt qu'imposée, peut avoir des effets profondément bénéfiques sur la santé mentale, la créativité et le développement psychologique. Dans la solitude volontaire, le cerveau active ce qu'on appelle le réseau du mode par défaut, un ensemble de régions cérébrales associées à l'introspection, à l'imagination et à la construction du sens. Ce réseau nous permet de réfléchir sur notre vie, d'imaginer des possibilités futures, de créer des connexions entre des idées disparates. Pour les personnes hautement intelligentes et créatives, l'activation régulière de ce réseau à travers la solitude n'est pas un luxe, c'est une nécessité pour maintenir leur fonctionnement psychologique optimal. Matthew Lieberman a découvert que ce réseau du mode par défaut est particulièrement actif chez les personnes qui ont une forte capacité d'introspection et de réflexion sur soi. Ta tendance à chercher la solitude n'est donc pas un signe de dysfonctionnement social, c'est ton cerveau qui cherche activement les conditions dont il a besoin pour fonctionner à son meilleur niveau. Ce retrait cache un processus psychologique que les neurosciences commencent à peine à comprendre,
un processus que Jung appelait l'opus alchimique, cette transformation intérieure où le plomb de notre souffrance, de notre confusion, de notre fragmentation devient l'or de la sagesse, de la clarté, de l'intégration. Cette alchimie ne se produit pas dans l'agitation du monde extérieur, elle se produit dans le creuset de la solitude, où la chaleur de notre attention concentrée peut transformer les matériaux bruts de notre expérience en quelque chose de précieux. Mais pour que cette transformation se produise, tu dois être prêt à faire face à toi-même avec une honnêteté brutale, à regarder non seulement tes succès et tes forces, mais aussi tes échecs et tes faiblesses, non seulement ce que tu es devenu, mais aussi ce que tu aurais pu devenir, non seulement les choix que tu as faits, mais aussi ceux que tu as évités. Cette confrontation est inconfortable, parfois même douloureuse, et c'est pourquoi tant de gens la fuient à travers la distraction constante, l'hyperactivité sociale, le bruit perpétuel. Mais toi, dans ta solitude choisie, tu acceptes cette confrontation. Tu te donnes l'espace nécessaire pour ce travail intérieur profond. Lequel de ces signes résonne le plus profondément en toi? Partage ta réflexion en commentaire. J'aimerais connaître ton expérience de cette solitude psychologique, de cet isolement qui n'est pas un échec, mais peut-être le début d'une transformation plus profonde que tu ne l'as jamais imaginée. Te sentir étranger dans ton propre monde, comme si tu étais né sur la mauvaise planète, dans la mauvaise époque, parmi les mauvais gens, voilà peut-être l'expérience la plus déchirante de toutes pour ceux qui possèdent cette intelligence et cette sensibilité qui les placent en marge de la norme. Cette sensation d'inadéquation fondamentale ne vient pas d'un manque de compétences sociales, ni d'un déficit de maturité émotionnelle. Elle vient d'une dissonance profonde entre qui tu es authentiquement et ce que le monde semble attendre, valoriser, récompenser. Albert Camus a fait de cette figure de l'étranger existentiel le centre de sa philosophie, cet individu qui regarde le monde avec une lucidité qui le sépare irrémédiablement des rituels et des conventions qui donnent aux autres un sentiment d'appartenance et de sens. Tu assistes aux mêmes événements que les autres, tu participes aux mêmes rituels sociaux, tu utilises les mêmes mots, mais quelque chose en toi reste toujours légèrement décalé, toujours observateur, plutôt que pleinement immergé, toujours conscient de l'artificialité de tout cela, d'une manière que les autres ne semblent jamais ressentir. Cette conscience du décalage est à la fois une malédiction et une bénédiction. Elle te prive du confort de l'appartenance inconsciente, mais elle te donne accès à une liberté que ceux qui sont complètement immergés dans le collectif ne connaîtront jamais. Ton inadéquation aux normes n'est pas un échec, c'est le refus inconscient de la médiocrité collective, une résistance instinctive de ton self contre la standardisation de l'expérience humaine. Jung parlait de l'archétype de l'étranger, cette figure qui apparaît dans les mythes et les contes du monde entier, l'individu qui vient de l'extérieur avec une perspective différente, des dons différents, une mission différente. Cet archétype représente la partie de nous qui ne peut jamais vraiment s'intégrer complètement au collectif, qui doit maintenir une certaine distance pour accomplir sa fonction unique. Dans la psychologie jungienne, l'étranger est souvent le porteur de la transformation, celui qui apporte de nouvelles idées, de nouvelles façons de voir, de nouvelles possibilités précisément parce qu'il n'est pas complètement lié aux anciennes façons de faire. Ta sensation d'être étranger n'est donc pas un bug, c'est une caractéristique, un signe que tu portes quelque chose de nouveau, quelque chose de différent qui ne peut pas simplement se conformer aux patterns existants. Adler parlait du sentiment d'infériorité, mais il reconnaissait aussi que ce sentiment, quand il est bien compris et bien utilisé, peut devenir le moteur d'une créativité et d'une contribution unique. Ce qui ressemble à de l'inadaptation pourrait en fait être le signe que tu es destiné à créer quelque chose de nouveau, plutôt qu'à simplement reproduire ce qui existe déjà. La dissonance entre authenticité intérieure et attentes extérieures crée une tension psychologique constante qui peut être épuisante, mais qui est aussi, paradoxalement, ce qui te maintient vivant, conscient, en évolution.
Richard Davidson a montré que les cerveaux atypiques, ceux qui ne suivent pas les patterns neuronaux standards, sont souvent associés à une créativité accrue, à une capacité d'innovation, à une flexibilité psychologique qui permet de voir des solutions et des possibilités que les cerveaux plus conventionnels manquent. Ton cerveau, câblé différemment par des années d'expérience unique, de réflexion profonde, de sensibilité intense, ne peut tout simplement pas fonctionner selon les mêmes règles que celui de la majorité. Cette différence neurologique se manifeste comme une différence comportementale, une façon d'être au monde qui semble étrange aux autres, qui ne rentre pas facilement dans les catégories existantes, qui résiste à la normalisation. Les recherches en neurosciences cognitives montrent que la diversité neuronale est essentielle pour l'évolution et l'adaptation de l'espèce humaine, que nous avons besoin de cerveaux qui pensent différemment, qui perçoivent différemment, qui réagissent différemment pour naviguer dans la complexité croissante de notre monde. Ton inadéquation aux normes pourrait donc être, dans une perspective plus large, une contribution essentielle à la richesse et à la résilience de l'humanité. Jung identifiait également ce qu'il appelait la shadow collective, cette accumulation de tout ce qu'une société rejette, réprime, refuse de reconnaître en elle-même. Ceux qui se sentent étrangers à leur propre culture portent souvent une conscience de cette shadow collective, une capacité à voir ce que la société ne veut pas voir, à ressentir ce qu'elle ne veut pas ressentir, à exprimer ce qu'elle ne veut pas entendre. Cette position d'étranger te donne une perspective unique sur les contradictions, les hypocrisies, les mensonges que la culture se raconte à elle-même. Tu vois comment les valeurs proclamées ne correspondent pas au comportement réel, comment les idéaux nobles sont trahis dans la pratique quotidienne, comment les gens disent une chose et en font une autre. Cette vision claire de la shadow collective est inconfortable pour toi, car elle te sépare encore plus du consensus social, mais elle est aussi précieuse, car elle te permet de ne pas être dupé, de ne pas être absorbé dans les illusions collectives qui maintiennent tant de gens dans un état de fausse conscience. Boris Cyrulnik parle de résilience comme la capacité à maintenir ton intégrité psychologique même dans des circonstances adverses, et ta position d'étranger, bien qu'inconfortable, est précisément ce qui te permet de maintenir cette intégrité face aux pressions conformistes de la société. L'inadaptation comme signe d'évolution psychologique, voilà le reframe que Jung nous propose, l'idée que ceux qui ne s'adaptent pas facilement aux normes existantes pourraient être ceux qui sont en train d'évoluer vers quelque chose de nouveau, quelque chose qui n'a pas encore de nom ni de place dans la structure sociale actuelle. Camus affirmait que l'absurde révèle notre liberté fondamentale, que c'est précisément dans la reconnaissance que le monde n'a pas de sens inhérent que nous devenons libres de créer notre propre sens, de définir nos propres valeurs, de choisir notre propre chemin. Ta position d'étranger, aussi douloureuse soit-elle, te donne accès à cette liberté existentielle. Tu n'es pas lié par les conventions simplement parce que ce sont les conventions. Tu n'acceptes pas les valeurs dominantes, simplement parce qu'elles sont dominantes. Tu ne suis pas le chemin tracé, simplement parce qu'il est là. Cette liberté est terrifiante, parce qu'elle signifie que tu dois créer ton propre sens, définir tes propres valeurs, tracer ton propre chemin sans le filet de sécurité de l'approbation sociale ou de la validation collective. Mais c'est aussi cette liberté qui fait de toi un individu au sens le plus profond du terme, quelqu'un qui existe par choix conscient plutôt que par simple conformité inconsciente. Et c'est là que la vraie transformation commence à émerger, car cette inadaptation douloureuse, cette sensation d'être étranger, cette distance avec les normes collectives ne sont pas des obstacles à surmonter, mais des portes à traverser vers une compréhension plus profonde de qui tu es vraiment et de ce que ta vie pourrait signifier. Stanislas Dehaene explique que la conscience humaine est essentiellement une capacité à prendre du recul par rapport à nos expériences immédiates, à nous observer nous-mêmes, à réfléchir sur nos propres processus mentaux. Cette capacité métacognitive
est ce qui nous permet de nous transformer, de changer, d'évoluer au-delà de nos conditionnements initiaux. Et ta position d'étranger, aussi inconfortable soit-elle, t'a donné une capacité métacognitive exceptionnelle, une capacité à observer non seulement tes propres processus mentaux, mais aussi ceux de ta culture, de ta société, de ton époque. Cette double conscience, cette capacité à être à la fois dans le monde et observateur du monde, est ce qui rend possible une transformation psychologique profonde, un mouvement vers l'individuation que Jung considérait comme le but ultime de l'existence humaine. L'impossibilité de vivre sans signification profonde, ce besoin viscéral, presque physique, que chaque action, chaque relation, chaque moment ait un sens qui dépasse la simple surface des choses, voilà peut-être le trait le plus caractéristique de ceux qui finissent seuls, non par choix, mais par nécessité existentielle. Viktor Frankl, après avoir survécu au camp de concentration nazi, a consacré sa vie à explorer ce qu'il appelait la volonté de sens, cette pulsion humaine fondamentale à trouver ou créer de la signification même dans les circonstances les plus horribles. Il a découvert que ceux qui survivaient psychologiquement et parfois même physiquement dans les camps étaient ceux qui pouvaient maintenir un sens de signification, un but qui transcendait leur souffrance immédiate. Pour toi, cette volonté de sens n'est pas quelque chose qui émerge seulement dans les circonstances extrêmes. C'est une exigence constante qui colore chaque aspect de ta vie. Tu ne peux pas simplement faire un travail pour l'argent. Tu as besoin de sentir que ton travail contribue à quelque chose de plus grand. Tu ne peux pas simplement avoir des relations pour éviter la solitude. Tu as besoin de sentir une connexion authentique et profonde. Tu ne peux pas simplement vivre pour vivre, tu as besoin de comprendre pourquoi tu vis et vers quoi ta vie se dirige. Ce besoin de sens n'est pas une obsession névrotique, c'est l'appel de ton self vers l'individuation, cette voix intérieure qui refuse de se satisfaire de la médiocrité, de la superficialité, de l'existence mécanique que tant de gens acceptent comme normale. Jung voyait dans la quête de sens l'expression de l'archétype du chercheur, cette figure universelle qui apparaît dans toutes les cultures sous différentes formes, le héros qui part en quête, le pèlerin qui cherche la vérité, le mystique qui aspire à l'union avec le divin. Cet archétype représente la partie de la psyché qui ne peut jamais se contenter de ce qui est donné, qui doit toujours chercher plus profondément, comprendre plus complètement, expérimenter plus intensément. Quand cet archétype est actif en toi, et il l'est clairement, tu ne peux pas simplement accepter les réponses toutes faites, les explications superficielles, les consolations faciles. Tu dois creuser plus profondément, questionner plus radicalement, explorer plus courageusement, même quand cette quête te mène dans des territoires inconfortables, même quand elle te sépare de ceux qui sont satisfaits de rester en surface. Freud parlait de sublimation, ce processus par lequel l'énergie psychique est transformée et dirigée vers des buts socialement valorisés et personnellement significatifs. Ta quête obsessionnelle de sens est une forme de sublimation, une transformation de l'anxiété existentielle, du désespoir potentiel, de la confrontation avec l'absurde en une énergie créative qui cherche à construire du sens là où il n'y en a peut-être pas naturellement. La souffrance existentielle de l'absence de sens est peut-être la forme de douleur la plus profonde que les humains peuvent ressentir, plus profonde même que la douleur physique, car elle touche au cœur de notre identité, de notre raison d'être. Stanislas Dehaene a montré que notre cerveau est essentiellement une machine à créer du sens, à chercher des patterns, à construire des narratives cohérentes à partir du chaos de nos expériences. Quand cette fonction fondamentale est frustrée, quand nous ne pouvons pas trouver de sens, notre cerveau entre dans un état de détresse profonde qui se manifeste comme anxiété, dépression, désespoir existentiel. Pour les personnes hautement intelligentes et réflexives, cette détresse est amplifiée parce que leur capacité à analyser, à questionner, à déconstruire rend plus difficile l'acceptation de réponses simples ou de sens superficiels.
Tu vois à travers les consolations faciles, tu détectes les contradictions dans les systèmes de croyances conventionnels, tu ressens l'insuffisance des explications qui satisfont les autres. Cette lucidité critique est à la fois ta force et ton fardeau. Elle te protège de l'illusion, mais elle te prive aussi du confort que l'illusion procure. Camus écrivait que nous devons imaginer Sisyphe heureux, que même dans l'absurde de pousser éternellement son rocher, l'homme peut trouver une forme de joie, de liberté, de défi. Mais pour imaginer Sisyphe heureux, il faut d'abord accepter l'absurde, affronter la possibilité que le monde n'a peut-être pas de sens inhérent, et cette confrontation est terrifiante. Jung identifiait la quête de sens comme centrale au processus d'individuation, ce voyage psychologique vers la réalisation de notre totalité unique. Il croyait que chaque individu porte en lui une sorte de plan invisible, un pattern archétypal qui représente qui il pourrait devenir s'il réalisait pleinement son potentiel. La souffrance existentielle, dans cette optique, n'est pas un signe de pathologie, mais un signal que tu t'éloignes de ce plan intérieur, que tu vis une vie qui ne correspond pas à qui tu es vraiment. Cette souffrance est donc un guide, aussi douloureux soit-il, qui te rappelle constamment que tu ne peux pas te contenter de vivre comme tout le monde, que tu dois trouver ton propre chemin, créer ton propre sens, réaliser ta propre vision unique de ce qu'une vie humaine peut être. Les neurosciences confirment cette intuition jungienne en montrant que notre cerveau possède ce qu'on pourrait appeler une signature neuronale unique, un pattern de connexion et d'activation qui est différent pour chaque personne. Cette unicité neurologique suggère que chaque personne a effectivement un potentiel unique, une façon unique de traiter l'information et de créer du sens qui ne peut pas simplement être standardisé ou conformé aux attentes collectives. Ta quête obsessionnelle de sens est donc l'expression de cette unicité cherchant à se réaliser, de ce potentiel unique cherchant à s'actualiser dans le monde. La quête de sens comme moteur d'individuation transforme ce qui pourrait ressembler à une pathologie, une obsession névrotique, en un processus sacré de devenir qui tu es vraiment. Adler parlait de la finalité fictive, cette vision d'un futur idéal qui guide notre comportement présent, et pour toi, cette finalité est peut-être précisément de vivre une vie de sens profond, de contribution authentique, de connexion véritable. Cette vision te tire vers l'avant, te donne de l'énergie même quand tu es fatigué, te donne de l'espoir même quand tu es découragé. Frankl enseignait que même dans les circonstances les plus horribles, si nous pouvons trouver du sens, nous pouvons non seulement survivre, mais nous transformer. Ta souffrance existentielle, aussi douloureuse soit-elle, contient en elle-même les graines de cette transformation si tu peux apprendre, à l'écouter, à la comprendre, à suivre son orientation vers une vie de sens plus profond. Marc Aurèle, le philosophe stoïcien, écrivait que nous ne pouvons pas toujours contrôler ce qui nous arrive, mais nous pouvons toujours contrôler comment nous y répondons, comment nous l'interprétons, quel sens nous choisissons d'y trouver. Cette liberté stoïcienne de créer du sens même face à l'adversité est peut-être la forme ultime de liberté humaine. Et ta quête de sens, aussi frustrante soit-elle parfois, est l'exercice de cette liberté fondamentale. Combien de ces patterns as-tu reconnus dans ta propre psyché? Écris ton nombre en commentaire. C'est important de prendre conscience de ces dynamiques qui ont peut-être gouverné ta vie sans que tu les comprennes pleinement jusqu'à maintenant. Mais il reste une dernière révélation qui unit tout ce que tu viens de découvrir. Une compréhension qui transforme l'hyperconscience, l'incapacité de tolérer la superficialité, l'hypersensibilité, l'isolement choisi, l'inadaptation aux normes, et la quête obsessionnelle de sens en un processus cohérent et profondément significatif. Quand la solitude devient alchimie intérieure, quand l'isolement cesse d'être une malédiction pour devenir un laboratoire de transformation psychologique, quelque chose de radicalement nouveau devient possible. Jung utilisait le terme d'individuation pour décrire ce processus, mais ce mot ne capture pas pleinement l'intensité, la profondeur, la transformation radicale qu'implique vraiment ce voyage.
L'individuation n'est pas simplement de devenir un individu distinct de la masse, c'est de devenir qui tu es vraiment au niveau le plus profond, de réaliser le potentiel unique qui a toujours existé en toi comme une graine attendant les bonnes conditions pour germer. Et paradoxalement, ces bonnes conditions incluent souvent la solitude, l'isolement, le retrait du collectif, que tu as peut-être considéré comme ton plus grand échec, mais qui pourrait en fait être ton plus grand don. Dans le silence et la solitude, loin des voix extérieures qui te disent qui tu devrais être, loin des pressions sociales qui te forcent à te conformer, loin des distractions qui te permettent d'éviter la confrontation avec toi-même, tu as l'opportunité de faire le travail psychologique le plus important de ta vie. Ta solitude n'est pas une fin, c'est le creuset où ton âme se forge, où les impuretés sont brûlées, où les contradictions sont résolues, où les fragments dispersés de ton être sont réunis en une totalité cohérente. L'alchimie médiévale, que Jung étudiait intensivement, était en réalité une métaphore pour ce processus de transformation psychologique. Les alchimistes parlaient de transformer le plomb en or, mais ce qu'ils décrivaient vraiment était la transformation de la matière brute de l'expérience humaine, de la souffrance, de la confusion, de la fragmentation en la sagesse, la clarté, l'intégration. Cette transformation ne se produit pas instantanément ni facilement. Elle nécessite ce que les alchimistes appelaient le feu, une chaleur psychologique intense qui ne peut venir que de l'attention soutenue, de la réflexion profonde, de la confrontation courageuse avec tout ce que tu as évité ou réprimé. Et ce feu alchimique brûle le plus intensément dans la solitude, quand tu ne peux pas échapper à toi-même à travers les distractions sociales, quand tu dois faire face à tes ombres, tes peurs, tes désirs refoulés, tes potentiels non réalisés. Boris Cyrulnik parle de résilience comme la capacité à se transformer à travers l'adversité. Et ta solitude, aussi douloureuse soit-elle, est précisément le type d'adversité qui peut catalyser cette transformation profonde si tu l'embrasses consciemment, plutôt que de simplement la subir passivement. La transmutation de l'isolement en sagesse nécessite une intention consciente, une volonté de voir ta solitude non comme un échec, mais comme une opportunité, non comme une punition, mais comme un privilège. Les grands mystiques, philosophes, artistes, visionnaires de toutes les traditions ont souvent passé de longues périodes en solitude, se retirant dans des déserts, des monastères, des cabanes isolées pour faire le travail intérieur qui ne pouvait pas se faire dans le tumulte du monde. Ils comprenaient intuitivement ce que les neurosciences confirment maintenant, que certains types de croissance psychologique et spirituelle nécessitent le silence, l'immobilité, la solitude pour se déployer. Richard Davidson a montré que la méditation intensive, pratiquée souvent dans la solitude, peut littéralement changer la structure du cerveau, augmentant la matière grise dans les régions associées à la régulation émotionnelle, à la compassion, à la conscience de soi. Mais cette transformation ne vient pas de la simple présence physique dans la solitude. Elle vient de ce que tu fais dans cette solitude, de l'utilisation que tu fais de ce temps et de cet espace pour l'exploration intérieure profonde. Si tu utilises ta solitude simplement pour ruminer, pour te complaire dans la victimisation, pour ressasser tes blessures, alors elle ne sera qu'une forme de souffrance sans but. Mais si tu utilises ta solitude pour l'introspection consciente, pour l'intégration de tes expériences, pour la confrontation courageuse avec ton ombre, alors elle devient le creuset de ta transformation. L'individuation à travers l'intégration de la shadow et la solitude représente peut-être le travail psychologique le plus difficile et le plus important qu'un être humain puisse entreprendre. Jung insistait sur le fait que nous ne pouvons jamais devenir entiers, intégrés, individualisés, tant que nous n'avons pas fait face à notre ombre, cette collection de tout ce que nous avons rejeté en nous-mêmes, tout ce que nous avons jugé inacceptable, tout ce que nous avons réprimé parce que cela ne correspondait pas à l'image que nous voulions avoir de nous-mêmes ou que les autres attendaient de nous.
L'ombre contient non seulement nos impulsions destructrices, notre colère, notre égoïsme, notre cruauté, mais aussi nos potentiels créatifs non réalisés, nos désirs authentiques non exprimés, nos dons uniques non reconnus. Pour intégrer l'ombre, nous devons d'abord la reconnaître, l'admettre, accepter que ces aspects rejetés font partie de nous, qu'ils ont une fonction, qu'ils portent une énergie et une information précieuse. Cette reconnaissance nécessite un courage immense, parce qu'elle signifie abandonner nos illusions sur nous-mêmes, accepter que nous sommes plus complexes, plus contradictoires, plus imparfaits que nous aimerions le croire. Et cette reconnaissance se fait le plus efficacement dans la solitude, où nous n'avons pas à maintenir notre persona, où nous pouvons laisser tomber nos défenses et regarder honnêtement ce qui se cache derrière. Marc Aurèle parlait de la citadelle intérieure, ce refuge psychologique que nous pouvons construire en nous-mêmes et qui ne peut jamais nous être enlevé, peu importe ce qui arrive dans le monde extérieur. Cette citadelle se construit pierre par pierre à travers des années de travail intérieur, de réflexion philosophique, de pratiques contemplatives, et elle se construit le plus solidement dans la solitude. Chaque moment que tu passes seul avec tes pensées, chaque confrontation que tu as avec tes peurs et tes ombres, chaque insight que tu gagnes sur toi-même, ajoute une pierre à cette citadelle. Avec le temps, cette structure intérieure devient si solide que tu n'as plus besoin de la validation externe, de l'approbation sociale, de la compagnie constante pour te sentir en sécurité ou avoir un sentiment de valeur. Tu portes ta sécurité en toi, dans cette citadelle que tu as construite à travers ton travail de solitude. Sénèque enseignait que la véritable richesse n'est pas dans les possessions matérielles ni dans le statut social, mais dans cette qualité intérieure qui te permet de rester calme, centré, sage, peu importe les tempêtes extérieures. Cette qualité ne s'achète pas et ne se donne pas. Elle se forge uniquement à travers l'expérience, la réflexion, la transformation intérieure qui se produit dans la solitude. Le sentiment social transcendé par la maturité psychologique, voilà ce qu'Adler reconnaissait comme le stade ultime du développement humain. Il ne s'agit pas de rejeter la connexion humaine ou de devenir un ermite permanent, mais de développer une forme de connexion qui vient de la plénitude intérieure plutôt que du besoin, de la maturité plutôt que de la dépendance. Quand tu as fait le travail de solitude, quand tu as construit ta citadelle intérieure, quand tu as intégré tes ombres et réalisé une mesure significative d'individuation, alors tu peux entrer en relation avec les autres d'une manière complètement différente. Tu ne cherches plus les autres pour te compléter, pour combler tes vides, pour te valider, pour te dire qui tu es. Tu viens à la relation déjà entier, déjà complet, déjà conscient de qui tu es. Et tu peux donc offrir ta présence, ton authenticité, ta sagesse sans attendre quelque chose en retour. Cette forme de connexion mature est infiniment plus satisfaisante que les relations basées sur le besoin et la codépendance, mais elle ne peut se développer qu'après avoir passé du temps significatif en solitude, après avoir appris à être bien avec toi-même. Après avoir transformé ton isolement en une source de force plutôt qu'une source de souffrance. La solitude, comme laboratoire de transformation du self, est peut-être la façon la plus précise de décrire ce processus, car c'est vraiment un travail expérimental, exploratoire, où tu testes différentes hypothèses sur qui tu es, où tu essaies différentes façons d'être, où tu découvres ce qui résonne authentiquement et ce qui est simplement un rôle emprunté. Daniel Siegel parle d'intégration comme le processus central de la santé mentale. Cette capacité à coordonner les différentes parties de nous-mêmes, les différents états d'esprit, les différentes identités en un tout cohérent qui peut fonctionner de manière flexible et adaptative. Cette intégration ne se produit pas automatiquement. Elle nécessite une attention consciente, une réflexion soutenue, une volonté d'explorer et d'unifier les fragments dispersés de notre expérience. Et ce travail d'intégration se fait le plus efficacement dans la solitude, où nous pouvons donner notre pleine attention à nos processus intérieurs sans les distractions et les demandes du monde extérieur.
Lisa Feldman-Barrett explique que notre cerveau construit continuellement notre expérience de nous-mêmes à travers des prédictions basées sur nos expériences passées. Dans la solitude, nous avons l'opportunité de réviser ces prédictions, de reconstruire notre sens de qui nous sommes, de créer de nouveaux patterns neuronaux qui reflètent notre compréhension évoluée plutôt que nos conditionnements passés. Et maintenant, avec cette compréhension profonde de la solitude non comme malédiction, mais comme creuset de transformation, avec cette vision de l'individuation comme le but ultime de l'existence humaine, avec cette reconnaissance que ta différence n'est pas un défaut mais un don, quelque chose de nouveau devient possible. Tu peux commencer à habiter ta solitude consciemment, intentionnellement, comme un choix plutôt qu'une fatalité. Tu peux utiliser ce temps et cet espace non pour ruminer sur ce qui manque, mais pour cultiver ce qui est présent, pour développer cette citadelle intérieure, pour intégrer tes ombres, pour réaliser ton potentiel unique. Frankl disait que celui qui a un pourquoi vivre peut supporter presque n'importe quel comment. Et peut-être que ton pourquoi est précisément ce processus d'individuation, cette réalisation de qui tu es vraiment au-delà de tous les conditionnements, de toutes les attentes, de toutes les limitations que tu as acceptées ou qui t'ont été imposées. Cette vision transforme tout. Elle donne un sens à ta souffrance, un but à ton isolement, une direction à ta vie qui transcende les mesures conventionnelles de succès ou d'échec. Tu n'es plus en train d'échouer, à être comme tout le monde. Tu es en train de réussir à devenir qui tu es vraiment. Et c'est un accomplissement infiniment plus précieux et plus significatif. Voilà ce que Jung a passé sa vie à explorer et à enseigner. Cette possibilité de transformation psychologique profonde qui ne vient pas de l'adaptation au monde extérieur, mais de l'alignement avec notre réalité intérieure. Les personnes intelligentes qui finissent seules ne sont pas des ratés sociaux, ni des inadaptés pathologiques. Ce sont souvent des individus en processus d'individuation, des gens qui ne peuvent pas se contenter de vivre en surface, qui doivent aller plus profondément, qui doivent trouver leur propre chemin même si cela signifie marcher seul pendant un temps. Cette solitude n'est pas la fin de leur histoire. C'est souvent le début du chapitre le plus important, celui où ils découvrent vraiment qui ils sont, où ils intègrent toutes les parties fragmentées d'eux-mêmes, où ils réalisent le potentiel unique qui a toujours été là, mais qui ne pouvait pas se manifester dans le bruit et la confusion de la conformité collective. Ta profondeur, ta sensibilité, ta conscience, ton incapacité à tolérer la superficialité, tout cela n'est pas un fardeau à surmonter, mais un don à honorer, une voie vers une forme d'existence plus riche, plus vraie, plus pleinement humaine que ce que la plupart des gens connaîtront jamais. Et dans ce silence, dans cette solitude que tu as peut-être crainte et fui pendant si longtemps, tu peux enfin entendre la voix de ton self, cette sagesse intérieure qui a toujours su qui tu es vraiment et ce que tu es venu faire dans ce monde. Cette voix ne parle pas fort, elle ne crie pas, elle ne compétitionne pas avec le bruit du monde extérieur, elle murmure dans le silence, et c'est pourquoi tant de gens ne l'entendent jamais, parce qu'ils ne créent jamais l'espace de silence nécessaire pour l'écouter. Mais toi, dans ta solitude, volontaire ou involontaire, tu as cet espace, tu as cette opportunité. Et si tu peux transformer ta relation à cette solitude, si tu peux la voir non comme un vide à combler, mais comme un espace sacré à habiter, alors quelque chose de profondément transformateur devient possible. L'intelligence qui te sépare des autres peut devenir la sagesse qui te connecte à toi-même. L'hypersensibilité qui te blesse peut devenir la compassion qui guérit. L'inadaptation qui t'isole peut devenir l'originalité qui contribue. La quête de sens qui te tourmente peut devenir le sens que tu crées et que tu incarnes dans le monde. Si cette réflexion a touché quelque chose en toi, partage-la avec quelqu'un qui cherche à comprendre sa propre profondeur, quelqu'un qui se sent seul dans sa différence, quelqu'un qui a besoin de savoir que sa solitude pourrait être le début d'une transformation plutôt que la preuve d'un échec. Quelle phrase t'a le plus marqué dans ce voyage que nous venons de faire ensemble à travers les profondeurs de la psyché humaine, à travers les enseignements de Jung, de Freud, d'Adler, des neurosciences modernes,
des philosophes existentialistes et stoïciens. Et si tu veux continuer ce voyage intérieur ensemble, si tu veux explorer plus profondément ces territoires de la psyché, si tu veux des outils et des pratiques pour transformer ta solitude en individuation, rejoins notre communauté de membres où nous approfondissons ces thèmes chaque semaine, où tu trouveras d'autres personnes qui marchent sur ce même chemin, qui comprennent cette même solitude, qui partagent cette même quête de profondeur et de sens. La solitude des personnes intelligentes n'est pas une tragédie, c'est une initiation, un passage nécessaire vers une forme d'existence plus consciente, plus authentique, plus pleinement individuée. Et dans ce passage, aussi difficile soit-il, se trouve la possibilité de devenir non pas ce que le monde attend de toi, mais ce que tu es vraiment, dans toute ta complexité, ta profondeur, ta singularité irremplaçable. C'est là, dans cette réalisation de ton être unique, que la vraie libération se trouve. Non pas dans l'acceptation par les autres, non pas dans l'adaptation aux normes, mais dans la fidélité à toi-même, dans l'honneur de ta vérité intérieure, dans le courage de marcher ton propre chemin, même quand personne d'autre ne comprend où tu vas. Jung croyait que chaque individu porte en lui une totalité unique à réaliser, et que cette réalisation est le sens ultime de l'existence humaine. Ta solitude, aussi douloureuse qu'elle ait pu être, pourrait être précisément le véhicule qui te porte vers cette réalisation, vers cette totalité, vers cette version de toi-même qui a toujours existé en potentiel, mais qui attend les bonnes conditions pour se manifester pleinement dans le monde.